Sante, saison 3, épisode 8. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cet épisode de Sante, bord de chemin. Et là, je m'entends déjà dans mon futur montage me dire, mais pourquoi tu fais toujours ce bruit bizarre quand tu fais tes intros? C'est une catastrophe, mais heureusement, je ne suis pas seul avec mes bruits de bouche. Je suis accompagné de mes collaboratrices habituelles. Bonsoir Émilie. Bonsoir Seb et bonsoir à toutes et à tous. Et bien sûr, bonsoir Aurélie. Bonsoir tout le monde. Et vous l'entendez bien, Aurélie, c'est déjà un grand pas. Parce qu'on a toujours un petit doute. Voilà. Moi, j'étais content déjà que ça fonctionne du premier coup. Je vous cache pas que... on était presque à l'heure. Nous étions presque à l'heure. Eh oui. Alors, c'est sûr que c'est l'avantage, enfin, comment dirais-je, c'est la condition de l'enregistrement en direct. Il faut être à l'heure parce que sinon, on ferait que du YouTube. Et d'ailleurs, est-ce que vous regardez des vidéos YouTube de temps en temps? Parce que moi, oui. Alors, comme tout bon amateur de tech, dans mes vidéos, bah, il y a un peu de tout, hein. J'ai des vidéos qui viennent d'Amérique et puis j'ai quelques vidéos qui viennent de France. Bon, la plupart d'ailleurs, je vous le cache pas parce que moi, surtout que la manie qu'a YouTube en ce moment de nous proposer des vidéos doublées automatiquement, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression, même avec le plus enthousiaste des YouTubeurs, d'avoir bonjour. Dans cette vidéo, apprenons ensemble à hacker un système. Voilà, ça Moi, quand ne. j'entends ça, je ferme la vidéo immédiatement. Mais Ça me pareil, fait déjà. mais Je ne pareil. supporte pas ça. Et je ne comprends pas pourquoi ils s'obstinent. Mais bon, pas grave. Donc, dans mes vidéos françaises, il y a Micode, qui est assez connu, hein, qui faisait beaucoup de vidéos sur la programmation, comme son surnom l'indique. Et dernièrement, ça donnait un titre de vidéo, l'emprise inquiétante de Microsoft sur les écoles françaises. Waouh! Et encore, vous n'avez pas l'image, puisqu'on est en podcast, bien sûr, mais dans l'image, vous avez une Marianne qui se tient à son porte liquide La d'hôpital. potence. Et dans ce liquide, on voit l'ombre inquiétante de Microsoft. Voilà. Vous connaissez le terme putaclic? Oh, complètement. Parce que c'était ça que j'ai eu à la fin de la vidéo comme une grosse impression. Alors, entendons-nous bien. Certains youtubeurs disent qu'ils font des titres aguicheurs. Aguicheur, ça veut dire que tu essaies de bien vendre ce que tu fais. Mais là, dans la vidéo que j'ai vue, comment dire? Bon, l'école française. Déjà, on est tous les trois, on vient du primaire. Quand on dit école, pour nous, c'est école. Ça, Oui. on démarre pas avec un exemple qui est au lycée. Parce que le lycée, vraiment, il va falloir qu'un jour qu'ils se mettent d'accord, qu'ils arrêtent d'appeler l'école. Hein, bon, alors l'école, déjà, ça commençait au lycée. Et là, qui je vois en invité? Mais alors, je m'y attendais pas. Alexis Kaufmann, mesdames et messieurs. Et là, bien sûr, Émilie va me dire, mais Sébastien, qui est Alexis Kaufmann? Mais Sébastien, mais tu peux nous rappeler qui est Alexis Kaufmann? Parce que moi, je sais. Eh bien, alors, je t'écoute. Non? Allez! Non, tu voulais que je te pose la question? Non? Allez, je fais Non. mon tunnel déjà. Ah bah alors tiens, Aurélie, qui est Alexis Kaufmann? Non, mais fais ton tunnel. Un monsieur très gentil qui travaille à la Oui, alors il est DNE. très agréable quand on le croise, c'est vrai. Ouais. Qui travaille à la DNE et qui est le grand développeur de la Forge, entre autres, et des outils libres. Entre autres, Mm. voilà. Pour les plus antiques d'entre nous, dont malheureusement nous trois faisons partie, il est l'un des cofondateurs d'un truc qui mélangeait du français, des maths, du software, Fra, Ma et Soft. Voilà, c'est fou ça. Voilà. Et donc, Alexis Kaufmann est là et t'explique comment c'est bien le libre, le principe des communs numériques. Alors, il part de l'exemple de ce lycée qui a, pour la mise à jour vers Windows 11, un lycée va devoir payer cher pour faire passer tout son parc d'ordinateurs. Et lui arrive avec une solution qu'on appellerait, Émilie, une idée?
Le passage au libre? Ouais, ouais, voilà. Donc, alors, la vidéo, elle doit être très sympa pour des gens qui connaissent pas Alexis Kaufman. Mais quand on te vend une vidéo où on va t'expliquer à quel point Microsoft noyaute l'éducation française, bah tu restes un peu sur ta faim. Donc, ça m'agace un petit peu quand même, parce que bon, le parcours d'Alexis Kaufman, en fait, si on suit depuis quelques années, on l'a le parcours. On a notre adoratrice de la forge parmi nous. Je me doute que quand elle regarde le reportage, elle se dit pas ah oui, oh là là, ça je l'ignorais. Oh, qu'est-ce que c'est un commun numérique déjà? Oh, je sais pas. Aurélie, qu'est-ce que tu en dis? Que le titre, en effet, était choisi bizarrement par rapport à ce qu'on a entendu. Après, moi, je trouve ça toujours très intéressant qu'on puisse le présenter et que. Alors moi, je connais pas du tout l'émission dont tu parles. C'est pas, je suis Ah, pas pas du du tout. tout le public en question, mais À la base, moi, je suis assez preneur des émissions de Mi-Code parce que il y a un bon nombre de trucs qui sont pas mal dedans, selon le sujet, mais c'est très variable selon les sujets. Il y a des moments où je me dis, je perds mon temps, je coupe la vidéo, je vais faire autre chose. Et il y a des moments. Mais je te rejoins sur une chose, c'est intéressant pour le kidam. Pour les gens qui sont pas dans l'éducation, c'est vrai que ils doivent pas comprendre du tout. Moi, j'ai un autre exemple, c'est Patrick Béja qui fait une émission de tech aussi. Eh ben, quand j'ai eu le plaisir de le croiser, j'ai discuté avec lui pour lui dire, mais tu sais, dans l'éducation, on a aussi nos solutions, même au niveau des ministères, etc. Et on ne s'est pas arrêté à Office il y a 20 ans, quoi. Donc c'était super intéressant pour les gens qui ne connaissaient pas. Ça faisait un bon retraçage. Maintenant, ils auraient appelé ça Comment l'école passe au libre. oui, voilà. Euh, Tu savais à quoi C'était. t'attendre, quoi. Voilà. Alors c'est sûr que la Marianne, avec sa perf à Windows, elle n'aurait pas eu grand-chose à dire. Mais je me faisais cette réflexion en moi-même. Je me dis quand même, aujourd'hui, j'ai passé la journée sur mon ordi. Mon ordi, il est sous Windows. J'ai ouvert des documents. Il y en avait la moitié des tableurs se sont ouverts avec Excel. Je me dis, bon, faut quand même avouer que ça, c'est encore dans les tuyaux bien comme il faut. Je dis, veux-tu que l'on réagisse là-dessus? Mais vas-y, réagis là-dessus, Émilie. Toi qui justement représente pour moi la transition absolue de, de Microsoft au libre. Ouais, alors moi j'étais une grande, grande amatrice de tous les outils Microsoft jusqu'à il y a quelques années. En fait, jusqu'à l'arrivée de Satya Nadella, donc qui a pris la tête de Microsoft, si je dis pas de bêtises, en 2016. Et c'est un gars qui est là pour faire du pognon, du pognon, du pognon, du pognon, au détriment de pas mal de choses, notamment l'expérience utilisateur. Et on a vu beaucoup d'utilisation du libre chez Microsoft, mais pour éviter de récupérer, enfin d'avoir des licences à payer, des trucs comme ça, avec notamment tout ce qui était les sous-systèmes Linux pour Windows. Bon, je rentre un petit peu dans le détail sur des trucs complexes. Bref, il y a eu plein de choses qui paraissaient très bien, avec une volonté d'affichage de Microsoft d'aller vers le libre. Et si ça n'avait pas été qu'une volonté d'affichage, ça aurait été vraiment très bien. Mais c'est pas le cas. Et donc, on a vu arriver plein de solutions problématiques de chez Microsoft, et notamment, ces dernières années, l'IA. Où l'IA, dès que vous avez un Windows 11, on vous colle de l'IA partout. Et même, tu parlais d'Office tout à l'heure, Sébastien, je t'ai pas arrêté, mais Office n'existe plus. Non, en fait, quand je parlais d'Office, c'est parce qu'à chaque fois, j'oublie, c'était OpenOffice dont je voulais parler, tu vois, D'accord. le prédécesseur de LibreOffice. Oui. Mais quand je te parlais de Microsoft Office qui est quand même l'outil historique, il n'existe plus cet outil. C'est Microsoft 365 Copilot. Donc ils forcent leur IA partout, partout, et eux en interne utilisent un autre outil qu'ils ne développent pas. Écoute, quand tu vois que lorsqu'ils font leur pub pour des tablettes, ils mettent des iPads, Oui, bon. ouais, petit Alors qu'ils ont acte du quand matos. même. Ah non, non, mais complètement, c'est naze, c'est naze. Non, mais je suis d'accord avec toi. Alors qu'ils ont du matos qui vaut un iPad facilement. En fait, si Et tu c'est veux, ça moi, qui est dingue.
Ce qui me désole, je pense que là, de toute façon, je sais qu'on est d'accord. En fait, ce qui me désole, c'est qu'ils avaient de très bonnes idées de produits Oui, qu'ils ont oui, complètement massacrés, que ce soit le téléphone, les tablettes, etc. Même les consoles, on pourrait se dire, hein. oui. Au final, ils vont sortir une nouvelle console bientôt, mais en fait, c'est pas une nouvelle console, c'est juste en gros un autocollant sur un truc qui existe déjà, et ils vont implémenter un petit peu de Xbox dedans. Mais c'est un peu ahurissant comme boîte. Complètement. Et moi qui étais fan de ce que faisait Microsoft, actuellement, je quitte un maximum de services. Par exemple, je n'utilise quasiment plus Microsoft Office, j'utilise OnlyOffice, que je trouve beaucoup plus intéressant que LibreOffice. Voilà, alors c'est un outil libre aussi, si je dis pas de bêtises, et gratuit, donc c'est quand même assez intéressant. Les écoles pourraient l'utiliser. Et j'envisage, si au niveau jeux vidéo, si je peux me passer de Windows, j'envisage d'ici 1 an ou 2 de quitter Windows, parce que après, je suis pas marié avec, hein, je m'en fiche. Et je pense que tu seras pas la seule quand si, mais là il y a un gros si Steam réussit à sortir sa bécane de salon comme ils entendaient le faire avant les hausses de RAM, eh ben, si eux sortent ce truc-là, même moi je me dis en petit ordinateur de bureau pour toute la famille, ça peut être sympa. Mais bon, là-bas Mm. c'est une belle bête de course pour les jeux. Oui, oui, oui. Bah, moi, j'ai changé de tour il y a 4 mois, donc Ah j'ai oui, une bah belle alors, bête t'en de as pas course, besoin. hein. Non, moi j'ai pas besoin de ça. Mais par contre, il y a SteamOS qui est utilisable, qui est une distribution Linux basée sur Arch, qui peut être utilisée, je crois qu'elle peut être installée. Oui, 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 t'as le Steam Deck, bien sûr. Non, mais c'est SteamOS, Mais c'est oui, oui, en fait quand tu regardes ça, le le plus grand achèvement de Steam entre guillemets, c'est pas la bécane, c'est le logiciel qu'ils ont réussi à faire pour que ça tourne bien. oui, oui, oui. Après, moi là où je suis embêté, c'est que j'ai pas mal ah, de jeux Microsoft, par exemple. Qui sont sur le Forcément, qui sont reliés à ton que compte. j'ai sur Microsoft, voilà. Donc ça va m'obliger à en racheter certains, mais je sais que... Après, c'est ça qui est quand même dommage de dépendre d'un OS. Ça serait bien d'avoir quelque chose de neutre. Mais bon, Bah, c'est le encore... truc le plus neutre que tu puisses avoir, c'est chez GOG, mais Oui, mais encore, tu pourras pas forcément les installer n'importe où. Parce que les installeurs vont n'exister peut-être que sur Windows. hmm, Et sur Linux, je suis même pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Autant hmm. Steam fait beaucoup de portage. Et ils ont un outil pour convertir, en fait, pour émuler du Windows sur Linux. Alors tout ne fonctionne pas, mais il y a quand même toute une partie qui fonctionne. Je suis en train de chercher un nouveau titre de podcast après Bord de chemin pour la partie jeux Techcraft. vidéo. Et où Aurélie va dire, bon, mais si Gamecraft. c'est ça, je m'en retourne, j'ai un géocaching à faire. Et on pourrait Bon, inventer eh ben un jeu écoute, vidéo de géocaching. Et ouais, voilà, écoute. peut-être, écoute. Ben, Mais oui. je vois que tu es bien parti, je te laisse. On aborde le sujet, notre sujet commun. Oui, alors je te laisse le présenter. Mais bien sûr. Alors, chers amis, aujourd'hui les masques tombent, car oui, vous le savez, le numérique ne représente pas toute notre vie. Parfois, un morceau de carton, un bout de papier, un simple stylo ou un marqueur peuvent représenter l'essentiel. Eh bien, aujourd'hui, nous nous dévoilons. Et la première d'entre nous à le faire, c'est Émilie. Merci Sébastien. Donc tu nous avais proposé comme thème les outils non numériques. Ouais. Bah, j'ai trouvé l'idée intéressante, hyper intéressante. Et d'entrée de jeu, ça m'a plu. Merci, moi aussi. Et contrairement au précédent sujet qui m'avait mise plus en difficulté en me sortant parfois de ma zone de confort, en tout cas, j'avais besoin de plus creuser pour les autres sujets. Et là, j'ai cru que ça allait être hyper facile. Eh bien, que nenni, je me suis retrouvée bien embêtée. Parce que j'ai mon gestionnaire de notes numériques partagé sur mes ordinateurs, sur mon smartphone. J'ai mon gestionnaire physique d'identité numérique. J'ai ma liseuse depuis plus de 10 ans. Je n'utilise presque plus les interrupteurs à la maison. Je demande à Alexa de faire le boulot pour moi. Et avant, j'avais domotisé par exemple le portail du garage et je cherchais par exemple à domotiser les volets roulants de la maison. Bon, là j'ai des volets qui sont pas électriques, donc forcément, je suis obligée de le faire à la main. Et je me rends compte en fait que je me suis au fil du temps énormément numérisée. Et il a été bien dur pour moi de commencer ce sujet. J'ai bien sûr toujours du papier, des stylos et je continue à écrire.
Et si je le fais, c'est pour des raisons bien simples et pour des actions précises, généralement. Au bureau, c'est pour prendre des notes, c'est pour marquer ce que disent les gens, les clients, et c'est tellement plus rapide que le numérique. Je ne dis pas que j'aurais acheté un bloc-notes numérique comme la Remarkable si elle n'avait pas été aussi chère. Ah non, mais Ah, plus que ça, pardon Émilie, mais la Remarkable, je sais qu'on a des auditeurs qui aiment bien le produit, mais sans blaguer. Comme système fermé, mon Dieu. oui, oui. Mais sur le principe de l'outil, je trouve ça assez génial. Ah oui, mais, mais si tu veux, moi, toutes les liseuses sur lesquelles tu peux écrire, la Remarkable, c'est l'eau du panier, mais tu as de tout. Tu as les Kobo qui en font, tu as même des Kindle qui en font. Mais quel prix! Mm. Ah, mais c'est affreux, c'est affreux. À chaque fois, je me dis, mais pour ce prix-là, j'ai combien de carnets, bon Dieu? Oui, non, mais bien sûr. Alors, si je continue à utiliser le papier et le crayon, c'est surtout pour la sensualité de l'action. J'ai gardé mon stylo plume offert lorsque j'ai terminé mon premier remplacement de congé maternité à un IME. C'était début 2005 et j'adore sa manière d'accrocher délicatement le papier. Cette sensation qui se transmet dans les doigts à travers le corps du stylo. Et je sais qu'une élève m'avait offert un stylo plume à sa sortie de l'Ulysse. Et il écrit bien, mais il accroche pas autant et je l'utilise moins. La qualité du papier, elle joue aussi. Et je pense que nous avons tous connu ça avec différentes marques de feuilles de classeur que nous avons pu utiliser durant notre scolarité. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'utilise peu de feuilles de classeur, mais je suis contente de voir que ma fille, par exemple, elle ne veut que les feuilles du Super U parce que elles sont bien pour écrire, je la cite. Elle parle aussi de sensations liées au geste d'écriture. Et je trouve ça assez cool. Alors je suis plus passée après sur des carnets pour écrire, les écrits pour réfléchir, pour garder mémoire. Et j'aime ce format de carnet, de petits cahiers, et j'aime souvent le papier qui est utilisé. Alors attention parce que parfois le papier a tendance à boire l'encre, et là, il devient quasi impossible d'écrire de manière correcte avec le stylo plume qui me plaît tant. Ouais, voilà, vous faites le lien. Ou vous avez besoin que je vous réexplique peut-être. Alors, je garderai donc le papier, voilà, qui glisse bien, mais en accrochant suffisamment, bien sûr. Et je garderai aussi mon petit stylo plume, accompagné par contre de ces petits pilotes V5, parce que c'est quand même sympa. Je vous parlais plus haut de liseuse. Alors j'adore ma liseuse, c'est pratique, c'est fiable, ça consomme peu de courant. Et depuis ma séparation, je suis un peu revenue aux livres papier. J'ai récupéré les livres que j'aimais, qui étaient restés à la maison, qui étaient à moi. J'ai laissé les autres à mon ex et j'ai aussi récupéré des bouquins que j'avais laissés chez mes parents. Des gros livres, pas les éditions de poche. Comme ça, je me suis remonté une bibliothèque. Alors elle n'est pas énorme, hein, mais je suis contente des ouvrages que j'ai dedans. Et c'est joli une bibliothèque. C'est vrai que ces belles tranches de livres, c'est quand même quelque chose. Moi, ça me parle et je sais pas, je trouve que quelque part, ça l'impose un petit peu sans être claquant. C'est juste, je trouve que c'est classe quand même. Simplement classe. Et voilà. Donc, est-ce que ça vous surprend si je vous dis que j'aime le contact du papier aussi? Que j'aime la délicatesse de cette feuille qui vient frotter contre la pulpe des doigts? Bon, allez, je vais pas commencer un autre sujet, pardon. Et je crois que toi, Aurélie, tu vas revenir à un objet encore plus brut que moi, mais toujours feuillu. Pour celles et ceux qui ont fait de la géologie, je pense que vous faites le lien. Voilà. Joli, j'applaudis. Ouais. Oh là, j'aime beaucoup. Mais alors, oui, on n'est quand même pas si loin quand même, parce que moi, Non, je pense pas. on a la version qui est plus du tout, qui est plutôt Velleda, quoi. Moi, je préfère l'autre, Ouais. classique. Oui, bah écoute, c'est rigolo parce que tu fais un parallèle entre tes outils de la maison où tu es grandement équipé en numérique et moi je vais faire la même chose mais dans ma classe. Moi aussi dans ma classe je suis grandement équipé en numérique, hein. Vous savez si vous écoutez l'émission que j'ai de la chance d'être dans une classe qui est dans une école qui m'aide les moyens pour les enseignants. Donc j'ai un ENI relié à un PC, j'ai un visualiseur, le fameux visualiseur que j'utilise souvent. J'ai 15 tablettes avec un réseau Wi-Fi qui fonctionne aussi. Alors c'est pas que à moi, hein, les tablettes je les partage avec mes collègues évidemment. Ouais, moi aussi je les partageais, oui. Oui, alors j'avoue Le partage, que, c'est que vous avez le droit de les charger si vous voulez. ben, vous avez le droit de les utiliser le jeudi et le vendredi quand je suis pas dans ma classe. Et j'ai aussi des ardoises, donc pas des ardoises sur lesquelles on écrit avec une craie évidemment, mais plutôt maintenant la version Velleda. Mais qu'est-ce que Donc, c'est beau une ardoise sur laquelle tu écris à la craie quand même. Ah oui, non, Ce c'est vrai. bruit. C'est vrai.
Après, c'est Je vrai préfère le bruit du stylo sur le papier. C'est vrai que à côté de mon TNI, j'ai aussi un tableau double face avec une face craie. Et c'est vrai, bon après, je n'ai plus de craie, donc le jour où j'ai besoin de l'utiliser, il faut que je parcours J'en ai si t'as toutes besoin. les classes de l'école. Ouais, ça va faire un peu loin, mais... C'est l'occasion. Donc je disais, nous utilisons des ardoises. Alors avec deux usages principaux dans la classe, mais comme habituellement, hein, ça peut être utilisé quand on fait des recherches ou sous forme de brouillon pour faire des essais. Et je l'utilise aussi pour montrer une réponse à une question. Si je pose des questions, si je fais des petits quiz à mes élèves, et ben on se sert de l'ardoise pour montrer la réponse. Par exemple, les tables de multiplication, l'orthographe d'un mot quand on prépare notre dictée. Ça me permet de faire le point assez rapidement. Et quand je cherche à savoir où en sont les élèves de la notion qu'on est en train d'étudier, tu vois, c'est assez rapide et pratique. Des outils Tu leur numériques. fais pas scanner un QR code? Alors justement, Ah, je déconne. des outils numériques pourraient me permettre de faire ça. Je pensais notamment à Plickers et à Kahoot ou à la version type Plickers qu'on trouve sur la Forge des communs numériques. Ça, c'est Éducatif, QCM-Cam. tout à fait, QCM-Cam exactement. Donc avec ce point commun qu'on a aussi avec l'ardoise, c'est la rapidité et l'immédiateté de la réponse. Donc si on explique vraiment rapidement le fonctionnement, Kahoot, c'est un site de création de QCM. Il y a une question qui s'affiche sur le TNI, les options de réponse s'affichent sur les tablettes pour les élèves et il faut cliquer sur ce qu'on pense être la bonne réponse. Le bilan des réponses qui ont été proposées par les élèves va s'afficher après sur le tableau. Et comme c'est des comptes qu'on peut authentifier, on peut avoir les résultats des élèves, donc savoir exactement qui a répondu quoi à quelle question, donc selon les objectifs. Plickers, pas besoin de tablette cette fois-ci, il suffit d'imprimer Plickers ou QCM-Cam. On imprime des cartes avec des formes qu'on peut présenter de 4 manières différentes selon le sens dans lequel on prend la carte. On génère un quiz sur le site et la question s'affiche au TNI et les élèves montrent la carte du côté de la réponse, donc A, B, C ou D, dans le sens qui correspond à ce qu'ils pensent être la bonne réponse, et l'enseignant après scanne avec son téléphone ou une tablette l'ensemble des petits cartons et ça nous permet de récupérer les réponses et les statistiques. Alors qu'est-ce que j'y gagnerais par rapport à mon ardoise ? Garder une trace des résultats, ce que je n'ai pas évidemment avec mon ardoise, et une analyse beaucoup plus fine que le simple coup d'œil que je fais moi sur l'ardoise. Au sujet de la triche, j'ai beau essayer de faire lever toutes les ardoises, en même temps il y a toujours un ou deux petits malins qui ont les yeux qui traînent pour aller voir ce que fait le voisin, hein, on est d'accord. Et Oui. ça me permettrait de travailler aussi un type de question que je travaille probablement pas assez, je m'en suis rendu compte aussi en écrivant et en réfléchissant à ça, c'est les questions de type QCM. Parce que souvent, quand on travaille sur l'ardoise, on demande combien ça fait 3 fois 6. Et ils écrivent la réponse, mais on ne leur propose pas des réponses fausses. Et justement, je trouve que c'est assez intéressant, quand on propose un QCM, de réfléchir et d'analyser pourquoi les autres propositions ne peuvent pas être la bonne réponse. Donc, parce qu'il y a des pièges qui sont intéressants dans les QCM. Alors du coup, avec tout ça, qu'est-ce que je gagne finalement à utiliser mon ardoise et pas ces outils numériques. Donc, Mais Aurélie, qu'est-ce que tu gagnes à utiliser les ardoises et pas les outils numériques? excellente question à laquelle je vais te répondre évidemment. Donc essentiellement la rapidité et la facilité, hein. Moi j'ai des CE1, donc voilà, sortir les tablettes, il faut pas qu'elles soient empruntées par un autre collègue, il faut qu'elles soient suffisamment chargées, il faut qu'elles arrivent à se connecter sur l'application, que les élèves arrivent à se connecter correctement, il faut rentrer les codes, il faut sortir les cartons de vote qui sont dans la pochette et est-ce que je ne l'ai pas perdu par hasard et que... Donc en fait ça me prendrait un temps fou. En plus au niveau de la préparation, c'est vrai que quand on veut juste vite fait vérifier si les mots de dictée sont à peu près connus par l'ensemble de la classe avant de lancer une grosse dictée de phrases. Tu le fais, voilà, tu le fais naturellement, hop, sortez l'ardoise, on révise tout ça. Avec une application numérique, évidemment, il faut préparer en amont, il faut anticiper, il faut... voilà, donc c'est pas toujours pertinent en tout cas d'utiliser ça. Et puis, voilà, c'est ce que je disais, pour avoir une vision un peu globale, ça me suffit. Oui, je vois qu'Émilie lève le doigt.
Oui, moi j'ai une question qui me Oui. taraude, qui m'empêche de Ah dormir. bah, Euh, je vois, j'ai... t'as les traits tout cernés là. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas la Ouais, pêche, hein? non, mais cracher le noyau. J'ai une question donc, Véleda ou Woody sur l'ardoise? Véleda ou quoi? Ah oui, Ou ouais, Woody. ouais, ouais, oui, ouais, il faudrait. Alors il faudrait, et tu sais pourquoi? Parce que les Véleda, ça sèche et on les retrouve plus Et c'est ça. complètement. Et après, maîtresse, j'ai Ah non, plus mais mon Véleda, il écrit ça me plus. rend folle. Mais oui, Ça rend mais moi folle. aussi ça me faisait pareil. Alors du coup, finalement, ils Donc, écrivent sur le papier avec le doux crissement du crayon de papier sur le papier pour me montrer qu'évidemment, je ne vois absolument rien quand ils m'écrivent en minuscules sur leur petit papier. Mais bien tu as sûr. raison, il faudrait que je fasse un petit investissement. Oh là là, mais il a tout, regarde. Alors non, vous voyez Ce pas, soir, ce mais soir, on dirait que je le fais exprès. tout ce dont on Oui, alors, chers parle, auditeurs, auditrices, Sébastien je le viens de sort sortir de son chapeau un- magique. une version Woody de chez Bic. Voilà. Bon bah voilà, mon Mais ce prochain qui est bien avec investissement. ces Woody, c'est. Moi je sais que les gamins, ils avaient tous sur leur bureau une petite boîte où je leur Mm. avais laissé du matériel de classe et ils avaient tous un Woody. Comme ça, le jour où ils avaient leur Véleda qui était en carafe, ils me posaient pas de questions. C'était le Woody. Et si j'en ai un qui me disait maîtresse, mon Véleda, il marche pas, il se faisait envoyer gentiment bouler. Mais Émilie, qu'est-ce que c'est un Woody? Un Woody, c'est un feutre gras, un crayon gras, pas un feutre, un crayon gras qui s'efface très facilement avec un petit peu d'eau et un chiffon. Et c'est assez génial. Et parfois, tu peux mettre un petit coup de savon si vraiment tu as besoin de nettoyer ton ardoise. Le truc tout simple qu'on a tous au fond de la classe quand on a un point d'eau. Exactement. Et j'ai cette chance parce que Pour- dans ma classe suréquipée, j'ai un point d'eau aussi. Alors moi, j'étais pas suréquipée, mais j'avais le point d'eau. Non, mais Donc, ça manque quand on l'a pas dans la ah classe, bah mine de ça, rien. ouais, C'est clair, ouais, c'est clair. c'est clair. Quand tu fais art plastique et que tu sors la peinture, Ah ouais, c'est ouais, un ouais, luxe non, d'avoir le tu point d'eau. galères. Non, du coup, pour conclure, donc sur le quotidien, moi, je continue à utiliser mon ardoise, hein. C'est vraiment un outil hyper pratique. Alors peut-être c'est parce que j'ai des CE1 et que ce serait un peu trop compliqué d'utiliser aussi souvent que ça les tablettes. Et peut-être que pour des séances ponctuelles où j'ai besoin d'avoir une vision un peu plus fine de l'ensemble de la classe, ou pour savoir un peu où en sont les élèves en particulier, je peux peut-être passer sur les générateurs de quiz. Je garde quand même en tête mon dernier rendez-vous de carrière qui a déjà eu lieu il y a très longtemps, où j'avais proposé... ah si, je t'assure. Où j'avais proposé une séance en atelier et avec mon groupe. En fait, on travaillait en lecture et j'avais proposé, je voulais un peu me la péter auprès de l'inspecteur, n'est-ce pas? Donc j'avais sorti les petits cartons Plickers, vous voyez, je suis référente numérique, regardez comment j'utilise le numérique. Et au final, j'avais déjà des CE1 à l'époque et ils montraient pas les cartes dans le bon sens. J'avais un peu galéré et l'inspecteur m'avait dit en bilan, mais qu'est-ce que vous y avez gagné finalement par rapport à juste leur poser la question voilà, quel était l'intérêt, quel était l'impact. Donc, Ouais, voilà, la plus-value. La euh, plus-value. je me suis dit oui, le côté numérique, oui, si on y gagne quelque chose, si c'est pertinent, si voilà, s'il y a vraiment un intérêt à le faire. Et là, pour le coup, je m'étais un peu plantée parce qu'il n'y avait pas du tout ça n'avait pas du tout été intéressant d'utiliser Plickers dans ce contexte-là. Donc voilà, c'est ma conclusion. Je garde l'ardoise et par contre, je note, Émilie, effectivement, que évidemment, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Investir dans les Woody, bien sûr, Mais oui. Ou des équivalents d'une autre. tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, même, je pourrais te donner. Alors, moi, j'aime beaucoup l'ardoise hein, pour ce côté facile, Pareil. utilisation. C'est vraiment un outil génial. Et puis, à partir du moment où tu sais le faire où tu donnes un certain rythme de travail, moi, Mm. je sais que pour le calcul mental, ça a toujours été mon outil. Et par contre, il y a une version de l'ardoise que je déteste. C'est l'autre extrémité d'écrire au Woody sur une ardoise. C'est les ardoises pseudo-électroniques, là. Vous avez ces ardoises qui existent avec un bouton dessus, ça efface tout, et vous avez un stylet, et ça fait des traits de toutes les couleurs dessus. Mm. Et à chaque fois que j'en ai trouvé dans les classes, pas souvent, hein, quand j'étais remplaçant, mais à chaque fois que je tombais dessus, je faisais le test de savoir si ça fonctionnait encore, et en fait, je tombais que sur des stocks morts de ces trucs. Parce qu'il y a une petite pile, une pile plate dedans. Alors, je sais pas si c'est la pile plate qui lâche avant le truc, mais je me suis dit, ils ont dû se dire, c'est une bonne idée, on va économiser des stylos, des feutres en prenant ça. Bah, c'est le contraire d'une bonne idée. Alors, je vais poursuivre là-dessus.
pas sur le contraire d'une bonne idée, mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai de non numérique, mais alors là, absolument pas numérique. Un peu dans la continuité d'Émilie, je dois l'avouer, je suis un grand fan des carnets. Ah, mais ça, J'aime je les sais. carnets, j'en ai un peu trop qui sont pas commencés, mais j'aime les carnets. Ça Est-ce qu'ils sont m'a... décorés, tes carnets à l'extérieur? Ou est-ce que tu prends des cahiers sobres et neutres? Non, alors en fait, j'ai commencé par me les fabriquer. Oh. D'accord. Au départ, après tu sais, C'est vrai, tu l'avais raconté. t'arrives, tu découpes, t'as une chute, tu mets un truc en carton, c'est vite fait, t'as ton carnet. Et surtout en tant que remplaçant, quand j'avais pas envie, comme je me faisais une mise au propre le soir pour laisser aux collègues. Entre-temps, j'écrivais un peu comme un cochon sur un truc vite fait pour avoir moi savoir comment ça allait se passer. Ça me rassurait. Ça me rassurait pas mal. Et le problème de ça, c'est que tu commences à faire tes carnets et puis tu te dis, ouais, mais c'est bien, mais franchement, le stylo bille pour écrire, c'est peut-être pas forcément le truc le plus génial du monde. Tu commences à Mm. acheter un stylo à encre, tranquillement. Tu t'aperçois qu'en fait, tu n'avais pas de bon stylo à encre dans le passé. Et que celui-là de stylo à encre que tu as pris, punaise, qu'est-ce qu'il écrit bien, mais il écrit bien sur du bon papier. Et alors tu commences à Oui. chercher des carnets avec du bon papier. Bon, là, j'ai fini, là, en ce moment, j'ai le Sturm pour moi, pour mon côté perso, où je marque mes lectures, mes trucs, mes machins. Voilà. Moi, en stylo à encre, madame, j'ai un Kaweco Sport. À tes souhaits. Moi, j'ai un, je sais même plus. Il y a peut-être marqué sur la pointe. Je sais pas. Je me demande si c'est pas simplement Waterman ou quelque chose comme ça. Mais qui y écrit. C'est des trucs qui sont tout petits une fois repliés. C'est génial, je les adore, franchement. Et par contre, les cahiers, donc pour le côté perso, comme je viens de vous dire, j'ai un Le Sturm. Et pour le côté pro, j'ai un Clairefontaine, un petit carnet en A5 où je me fais, à chaque fin de période, à chaque période de vacances, je prépare mon calendrier, mes semaines, etc. avec un petit format. Là, entre la 2 et la 3, j'ai changé parce que je me dis, ah, on va tenter, soyons un peu foufou. Je me fais mon emploi du temps chaque début de semaine et tout. Je me dis, ah là, là, il y a un truc. Ah, là, il y a ça. Là, il y a ça. Là, il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Ah, il n'y a plus de place, tiens. Il n'y a plus de place. Ça, bon, il va falloir arrêter la semaine, en fait. Donc, voilà. Et pourtant, j'en ai essayé des solutions, mais il y a toujours un côté où je trouve que sur ce genre de poste, j'aime bien avoir ce côté carnet. Il y a un petit côté sympa quand tu prends le carnet, que tu vois, tu remontes dans le temps, tu vois tous les projets que tu as déjà finis, tu vois ce que tu as achevé, ce qui reste encore à faire. Ou sur mon carnet perso, je regarde, j'ai mes randos, j'ai mes lectures, j'ai mes avis sur les bouquins, etc. Franchement, je sais pas, il y a vraiment un plaisir d'écrire à la main que j'ai jamais retrouvé en écrivant. Par exemple, je pourrais très bien aller sur mon téléphone. Il y a l'appli Journal qui existe, faite par Apple, etc., qui apparemment convient à des tas de gens. Et vous allez me dire, mais Sébastien, qu'est-ce que tu racontes? L'année dernière, tu nous parlais, t'avais eu un système Et là dans avec ton... Obsidian, t'avais pas un système? Non, c'était dans Notes, justement. Dans Notes, Ah, j'avais un pardon. système, etc. Mais en fait, quand il n'y a pas le cahier journal à faire, quand je fais mon emploi du temps avec mes horaires, etc., ce genre de truc ne me convient absolument pas. Donc je le laisse de côté et je fais mon carnet de semaine. Et c'est amusant que ça soit comme ça. Mais c'est très agréable. Et alors par contre, hop, je reviens un peu sur le côté numérique. Quand je vous dis Non, non, pas de numérique, pas de numérique. mais si, parce que regarde, c'est trop sympa. Je l'ai encore à portée de main. Hop là, j'ai une mini imprimante thermique. Et c'est génial. Oh. Ah ouais, pour décorer le carnet, c'est génial. Tu fais une rando, tu peux mettre la carte. Tu as fait une recherche, tu peux mettre ta recherche directement. C'est mignon comme tout et franchement, c'est pas cher. Voilà. Après, je vous sors pas, j'ai une trousse entière pour le carnet avec des feux, des stylos, du scotch double face, etc. Je- Waouh. c'est une horreur. Là, parfois, je me dis, franchement, Tu abuses. je suis sûr qu'il me manque un truc. Il doit me manquer un truc Tu es quelque vilain. part, c'est pas possible. Donc voilà, c'est mon côté très papier.
Mais là encore, je pense qu'on est dans l'usage. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qui nous correspond? Et comme disait Aurélie, c'est vrai que parfois le numérique, tu te dis, mais est-ce que vraiment la plus-value que je vais en retirer vaut l'investissement que je vais Ouais. y mettre? Voilà. Et puis, comme je disais à des collègues, pas plus tard que hier, qui me disaient, mais moi, je veux pas de tableau numérique interactif dans ma classe. Bon, une fois que mon cœur a fini de saigner, Oh oui. je leur disais, non, mais je peux l'entendre. Je peux entendre que toi, tu préfères écrire sur le tableau, mais on est d'accord que tu te passeras d'un certain nombre d'avantages. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire avec une craie et un tableau, même si, tant que c'est pas une simple question de petit confort, parce que j'ai pas envie d'investir un nouvel outil, et c'est pas notre cas ici. Enfin, on est tous capables d'écrire ou de faire avec des outils numériques. Hein. Aurélie vient de vous dire à quel point elle a voulu se la péter devant son inspecteur et que il lui a fait une petite prise de judo mental pour dire oui, mais quelle est la plus-value? La plus-value, La poi, 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 poi. c'est que si par exemple je vous jette une ardoise dans la tête, ça va faire beaucoup plus mal qu'une feuille Plickers. Pensez-y. Moi je vous dis ça, là on est tous les deux, ça peut se passer. Donc, petite question, mais grand plaisir avec ce carnet de toute manière. Et oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que bien sûr quand je finis un carnet, qu'est-ce que je fais? En dehors d'en commencer un nouveau. Mais t'en reprends un autre. Il est Tu déjà. l'archives. Les deux suivants sont déjà là. D'accord, tu Je l'archives. scanne les pages. Mais non. Si. Ah ouais. Oh. Ah ouais. Et tu les stockes dans quoi alors? Ah, je les stocke dans K-Drive. Obsidian. Ok. Mhm. Ok. Non, j'ai pas encore de système encore bien abouti là-dessus. Je vais y réfléchir. Il me faudrait un truc qui gère les notes, mais je sais pas si ça existe. Non, ça n'existe Voilà. pas. Mais en attendant Ça- qu'on passe à ça, je pense que tu as encore Ouais. des choses à nous dire, Émilie. Mais où vas-tu? Alors, bah, écoutez, moi je savais pas trop quoi choisir comme nouveau sujet. Enfin, je me disais il fallait quand même que ce soit numérique. Ah oui. Il fallait que ce soit en lien avec l'école. Non. Ah, excuse-moi, je remets le contexte. Oui. Je remets le contexte. Et j'ai hésité, je savais pas trop de quoi parler. Et je me suis dit, on va parler de quelque chose qui est utilisé par certains enseignants à l'école, qui sont les ceintures de compétences. Ou les étoiles de compétences, ou les badges, ou ce genre de trucs. Vous voyez ce genre de choses, là vous avez un référentiel, où vous avez des niveaux, des paliers, et vous pouvez faire un petit peu tout ça. Tout à fait. Bon. Et c'est bien pour la différenciation. Oui, et souvent ça va marcher avec des plans de travail. Souvent, Oui. pas forcément au début. Oui, mais voilà, ça fait partie des choses qui existent. Alors moi, je sais que j'avais commencé un petit peu les ceintures mes 2 dernières années où j'étais en classe, ceinture de maths et de français. Et j'avais trouvé ça sympa et ça permettait effectivement de différencier. Alors j'avais des élèves qui n'étaient pas encore à la ceinture blanche, ni à la ceinture rose. Donc tu fais, bon, ben voilà, t'étais sur des prérequis qui allaient d'autres choses. Seb, Tu disais que tu avais commencé les ceintures, c'était avec une méthode particulière? alors j'avais rajouté ça, j'avais pioché sur C2C Edu, moi. J'étais partie de là. Parce que je connaissais Thomas The Calvin qui avait pas mal travaillé dessus aussi. Et voilà, donc j'étais parti là-dessus. Et j'avais regardé aussi celle de Charivari. Enfin, je crois que c'était les étoiles de Charivari, vu que c'était plutôt le cycle 2. Et si je vous parle de ça, c'est que professionnellement, c'est pas innocent, il y a des choses dessus. Moi, je me pose la question, par contre, de quelle est la part d'utilisation, d'acceptation de... Alors, je vais appeler le système ceinture, je vais pas redire ceinture, étoile, machin. Voilà. Je ne sais pas si vous, en tant que toi, formatrice, Aurélie, et toi, Seb, en tant que conseiller pédagogue, est-ce que vous avez un retour un petit peu sur les classes, savoir à peu près si vous avez une idée du pourcentage de classes qui utilisent des ceintures? Alors, absolument pas de mon côté. Moi, j'utilise. Ah bah oui, forcément. Voilà. Alors, est-ce que tu utilises une méthode particulière? Vous allez comprendre pourquoi je vous demande hein, à la fin. Je l'ai trouvé sur Internet, un truc tout fait, je ne sais même plus de qui, et que en numération pour commencer. D'accord. Ok. Non, parce que quand tu me dis ceinture, moi par exemple, ce que j'avais utilisé, c'était Pidapi, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, qui est une méthode basée sur de la ceinture, entre guillemets, hein, pédagogie institutionnelle, nous voilà,
vous avez français et maths découpés avec les tests, etc. Après, pour revenir à ta question, Émilie, aucune idée. Et encore, je serais curieux de savoir à quelle intensité, tu vois. Oui, oui. Parce que entre je prends les étoiles de Charivari et j'essaye, et celui qui a tout son plan de travail de fait avec tout en ceinture, tu vois, il y a un sacré différentiel possible. Oui. Mais je pense que c'est pas tant répandu que ça quand même. Ouais. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Après aussi, il faut gérer les ceintures parce qu'il faut gérer tout ce qui est avancé des élèves. Et là, après, tu peux avoir des feuilles, tout ça, des calendriers. Et c'est pas forcément facile de gérer tout ça. Et surtout pour que les élèves puissent se repérer, ça fait partie des choses qui sont pas évidentes. Donc Seb, tu veux reprendre la parole? Ah ouais, non, mais là-dessus, tu me lances, mais tu as une idée à quel point tu me tends une perche. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Moi, j'attends, hein, Parce que je peux te moi, dire. je vais même te dire, j'ai fait un atelier à Educatech. Le premier atelier que j'ai fait à Educatech, c'était là-dessus. C'est comment je gère le système de ceinture pour pouvoir aider les élèves qui se perdent. J'avais fait un Mm. magnifique un magnifique document sous tableur qui me reportait, qui était capable de me dire, ben, tel élève, il est arrivé à tel niveau, il a essayé telle ceinture, il a buté sur celle-là, etc. C'était à base de formules toutes simples, hein, etc. Mhm, Ah oui, un tableur pour les guider tous. Je me suis mhm. fait vanner pendant tout un Ludovia par Romain Bourdel-Chapuzot. Oui, Romain, oui, je m'en rappelle, On, on ne t'oublie pas. parce que j'avais donné ça comme titre à mon atelier. Voilà. Ok. Bon, mais moi, si je vous parle de ça, c'est parce que professionnellement, on travaille sur un outil qui est presque prêt. Là-dessus, et vous allez pouvoir utiliser tout ce qui est référentiel déjà existant. C'est de CEDU, PTDAPI, PIDAPI, les ceintures et les étoiles de Charivari. Mais vous pourrez aussi créer vos référentiels, les partager ou pas. Et un des gros avantages, c'est que vous avez des vues qui sont complètement spécifiques, soit une vue globale pour l'enseignant qui va être imprimable. Donc t'imagines, si tu as une imprimante couleur A3 par exemple, tu vas imprimer tout ton truc de ceinture et les gamins, ils savent où ils en sont. Et toi, en tant qu'enseignant, tu te casses pas la tête. Par exemple, une fois par semaine, tu imprimes ta feuille et tu as tout qui est là. Il y aura tout ce qui est aussi affichage élève par élève, gestion des ceintures, des trucs, enfin, pardon, de chaque essai. Moi, alors si j'en parle, c'est parce que je suis le projet et depuis le début. Donc je sais qu'on est sur la 3e itération, donc ça avance très bien. Et je trouvais ça assez sympa. Et donc ces ceintures, vous allez pouvoir, si vous les utilisez, donc travailler en compétences, bien sûr, mais aussi les passer directement sur votre LSU, parce que tous les liens seront faits. Sauf si bien sûr vous créez vos référentiels, ça sera à vous de faire les liens. Mais ça, c'est quand même assez évident. Donc comme je vous en parlais un petit peu, il y aura tout ce qui est saisi par élève avec son parcours sur toute la scolarité. Tu veux savoir ce qui a été fait les années passées, en tout cas les résultats aux ceintures qui ont été renseignés, t'as tout. Ça, c'est un des avantages du numérique, d'avoir tout de stocké à un seul endroit. Un petit truc auquel on a pensé, on s'est dit, on va limiter les choses avec un essai par jour, par exemple. Normalement, sur les ceintures, l'élève ne doit pas faire plusieurs essais dans la journée, on est bien d'accord. Normalement, c'est un essai, un réentraînement, et même un essai par jour, ça fait déjà beaucoup. Voilà, l'enseignant va pouvoir choisir son taux de validation. Et puis, je vous ai parlé de tous ces affichages, ces trucs comme ça. Donc, c'est un projet que j'ai trouvé assez sympa, mais vous en parliez, est-ce que le taux d'utilisation des ceintures, du système ceinture, est grand ou pas? Et voilà. Et je pense que ça va être intéressant pour des personnes qui ont envie de travailler avec le système ceinture, d'avoir un système déjà numérique tout prêt qui va permettre de gérer tous les affichages, les saisies, et de plus se casser la tête avec 36 000 boîtes, tu vas gérer tous tes petits bouts de ceinture et trucs comme ça. Voilà, donc c'était l'occasion d'en parler et peut-être d'avoir vos avis par rapport à tout ça, sur peut-être quels sont les besoins que vous... Alors toi Aurélie, qui utilise les ceintures pour un domaine, enfin une discipline, est-ce que voilà, il y a des trucs, vous, qui vous sembleraient indispensables sur une utilisation des ceintures en numérique? Ah bah là, moi, c'est clair que c'est très tentant ce dont tu me parles parce que j'ai fait passer mes premières ceintures sans avoir vraiment réfléchi à ce que j'allais faire des résultats, tu vois. Donc je me retrouve avec les feuilles avec ah oui, donc toi, t'as pas réussi, t'as fait le test 1, tu l'as échoué, toi, t'as fait le test 2, tu l'as réussi.
à qui je dois, enfin, tu vois, qui doit repasser le test 2 et dans combien de temps et qu'est-ce que je fais et comment je le marque sur mon cahier, comment j'ai un suivi, c'était galère. Et j'ai des élèves aussi pareil qui viennent me voir en me disant, du coup, j'ai validé le verre ou j'ai pas validé le verre, je peux passer, attends, je sais plus en fait. Et donc moi, ouais, je suis très demandeuse de ça parce que bon, je trouvais un système qui me convient à peu près, Mhm. mais c'est pas visible en tout cas pour les élèves. Et c'est ça qui me manque aussi, que eux sachent aussi où ils en sont. Et pareil, qu'est-ce que je fais des tests qui ont été réussis, je leur donne, je les garde. Donc non, je suis preneuse de ta solution. Ouais, 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 mais écoute, je t'en reparlerai quand ça sortira, je te ferai tester ça. Ah oui. Bah écoute Aurélie, je crois que c'est toi qui vas continuer dans le numérique cette fois-ci, Oui, c'est... mais tu Ouais. vas rester dans la salle. Ouais, ouais. Oh là là, elle sait les sujets à l'avance. Oui, moi j'ai j'ai une grosse question en ce moment qui tourne qui me prend beaucoup de temps là, de mon temps d'e-run, c'est la problématique qui se pose dans pas mal d'écoles qui ont fait le choix d'équiper les, avec des ordinateurs, les écoles. Donc il y a une vingtaine, voire même une trentaine d'années, on a créé dans des écoles des salles informatiques. Et oui, voilà, exactement. Et depuis, et tu sais, c'est rigolo, cet après-midi, je suis allée dans une salle informatique, dans la salle informatique de l'école où j'étais quand j'étais petite. Et alors, bon, ça a changé quand même un petit peu, mais elle est exactement au Et ils ont même changé les endroit. Oui, ordi? ils ont changé les ordi depuis. Mais ouais, Oh, de le truc TO5! est Oh, complètement bah dis donc, vétuste. il y a même un TO7! Non, 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 des MO5. Des MO5 et des TO7, Ah 8 oui, et oh 9. pardon. Alors, moi, je me Excuse-moi. souviens plus trop de ce que c'était, de comment ça s'appelait, mais c'était vraiment au même endroit. Donc, la salle informatique existe toujours. Euh, Sauf que bah, elles sont complètement désertées, alors notamment depuis l'arrivée des tablettes et des ENI dans les classes, parce qu'on n'a plus besoin maintenant de se déplacer jusqu'à la salle informatique pour faire du numérique. Et moi, la première, hein, j'ai déserté la salle informatique de mon école, vu que je me suis accaparé la mallette de tablettes. Sauf que, C'est du propre, ouais, bravo. bravo, hein. Non, pas le jeudi et le vendredi. Voilà, tu vois, je partage. Sauf que Windows Ouais. 11 arrive et c'est un coût important pour ma ville. Et donc le DSI prend contact avec moi en me disant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vaut le coup qu'on remette, qu'on dépense beaucoup d'argent pour ça alors que les salles informatiques ne vivent plus? Donc on s'est mis à faire un petit sondage pour voir bah voilà, auprès des enseignants des écoles qui utilisent, qui n'utilisent pas et pourquoi vous ne l'utilisez pas? Donc, ce qui ressort le plus souvent, c'est que c'est pas pratique, il faut se déplacer avec sa classe, il faut savoir quoi y faire, il faut se sentir assez assuré techniquement parlant pour gérer 15 ordinateurs et les élèves qui ne savent pas faire une majuscule. Il faut savoir comment faire travailler l'autre moitié de la classe sans le matériel qu'on a en classe, donc c'est un peu inconfortable. Alors, je suis d'accord que ces problèmes existaient déjà quand on les utilisait, mais oh là là, ça lève la main de toutes parts. Je vous Non, écoute. alors, moi, je vais juste faire une remarque. Aurélie, si quelqu'un a besoin d'arguments contre le numérique ce soir, tout simplement, il va t'écouter et il va faire la liste, hein, parce que tu lui fais une liste d'arguments depuis tout à l'heure. C'est assez magique. Exactement, mais exactement parce que c'est la réalité et c'est ce que nous disent les enseignants. Mais du coup, je continue. Je contre-argument. Émilie, tu levais le doigt aussi. Oui, je levais la main, mais alors je Oui. sais pas si je vais pas un petit peu prendre de l'avance sur ce que tu allais dire. Moi, ma question, enfin, c'est dans ma pratique, pour moi, l'usage des tablettes et de l'ordinateur, ce sont deux choses différentes. Et pour moi, il y a plus d'intérêt à avoir effectivement une salle informatique, mais peut-être d'avoir quelques ordinateurs en fond de classe. Et peut-être que... Ouais, bah justement, écoute, ouais, ça tombe très bien que tu nous dis ça. Alors attends, je regarde à quel moment je peux caler la réponse à ma question pour pas, tu vois, perturber l'ordre du sujet que j'avais prévu. Pardon, Non, non, mais il n'y a aucun pardon. Ah souci, bah mais bravo. non, non, mais c'est complètement la réalité, ce que tu dis. Et justement, c'était une demande, en fait, une des questions qu'on avait posées dans le sondage, c'était qu'est-ce que vous voudriez faire de ces ordinateurs? Est-ce qu'on les garde en salle informatique ou est-ce qu'on les rapatrie? Alors, la petite spécificité qu'on a dans ma ville, c'est que le soir, il y a des ateliers qui sont proposés aux élèves
qui sont des ateliers informatiques. Et donc, on a besoin de garder sous forme de salle informatique. Et la mairie ne souhaite pas donner des ordinateurs de fond de classe parce que, en fait, en gros, leur argument, c'est si toi, tu vas les utiliser, les ordinateurs de fond de classe, bah, c'est bien, ils vont vivre. Mais si on le met si tu changes de classe ou si tu changes d'école, bah après les ordinateurs vont rester au fond de la classe sans être utilisés. Et en fait, c'est des coûts d'entretien pour eux. Et ça sous-entendait aussi qu'ils mettaient Windows 11 dessus. Bref, donc tout ça pour dire que, en parallèle de ça, je voulais spécifier que nos élèves à la fin du CM2 doivent valider des compétences numériques, les compétences du CRCN et À renseigner lors du dernier export du LSU de l'année, très important. Non, on ne valide pas Tout- le LSU des CM2. tout à fait, tout à fait. Et on a aussi, encore en parallèle, ce problème qui nous est remonté des enseignants de 6e quand ils font passer les évaluations nationales et qui nous disent on a beaucoup de pertes, entre guillemets, d'élèves parce qu'ils ne savent pas du tout manipuler la souris et du coup, ils se perdent un peu et on a des évaluations qui sont un peu plus mauvaises que prévues parce que les enfants ont été pénalisés. Ouah, ça s'excite dans tous les sens. Ok, je fais une pause et je vous écoute. Alors moi j'avais une question, mais pourquoi Windows 11? Alors juste, ça, c'est la conclusion de mon... Mais arrête de lui saboter son sujet. Mais Julie, écoute, elle me Mais parle c'est de bien, Windows écoute, 11. ça veut et- dire qu'on a les mêmes idées. Enfin, j'espère du coup. On a quelques idées. En plus, on lui a déjà saboté avec l'introduction. Bon, mais j'ai rien dit, je baisse Non, la parole. mais alors, collègue du secondaire, collègue du collège, je ne te hais point. Mais quand tu me Mais dis, quand même, ah oui, il faut les préparer, parce que quand même, après au test de 6e, on a des pertes. Oh, dit Daly, mais le test de 6e, tu le fais pas passer le premier jour. Si on faisait comme vous nous dites en primaire, mais bon Dieu, mais les gamins, on les préparerait à rien, sans arrêt. Vous pouvez pas prendre une semaine et leur expliquer comment ça fonctionne un ordinateur, parce que, nom de Zeus, c'est quand même pas compliqué. Le clavier, la souris et tout ça. Je vous assure que en une semaine, on a de quoi faire passer une sacrée cohorte d'élèves dessus pour leur expliquer comment ça fonctionne et comment ils vont réussir ces tests. Non, j'en ai marre de cette explication. Heureusement que je ne suis pas souvent dans des CEC parce que à chaque fois que j'entends ça, je me dis et vous faites quoi contre? alors les CEC, les conseils école-collège, juste pour les gens qui ne savent pas. Merci, Émilie, mais Oui, traduction. vraiment, sans Mm. plaisanter, cet argument, c'est fou. Mais ça, alors ça m'énerve aussi ce truc, parce qu'on te dit oui, mais il faut les préparer au bac. Mais ça veut dire que si tu prends comme ça, dès la maternelle, tu les prépares au bac. Pourquoi c'est pas ça que tu faisais? Il y a un moment, laisse-les vivre, les gamins. Prends un peu d'avance. Mais enfin, on a tous fait ça. Moi, Oui, je suis bien sûr. désolé. C'est pour ça que j'aimais pas la maternelle. Je suis partie en spécialiste. Et Ah, pardon, Oli. Allez, vas-y. Où on en était de la réflexion avec la mairie. Et puis on s'est rendu compte aussi surtout que au vu du taux qu'on avait de connexion sur les tablettes et sur les ordinateurs, on s'est rendu compte que potentiellement il y avait quand même beaucoup de collègues qui validaient des compétences numériques du CRCN sur le LSU sans avoir jamais vraiment touché un ordinateur ou une tablette. Donc on s'est dit bon, allons-y, c'est le sujet de l'année, on essaie de relancer un peu ça. La mairie donc a décidé de ne pas passer à Windows 11 et à la place on a équipé tous nos ordinateurs avec Primtux, le système d'exploitation libre et gratuit qui est adapté aux besoins des élèves. Mais c'est pas parce qu'on équipe les ordinateurs de Primtux que ça va faire venir les enseignants. Bien sûr. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'accompagner. Alors, je parle avec la casquette d'Iron et que donc peut-être que potentiellement ça peut intéresser mes collègues Iron. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de sélectionner des CM2 volontaires pour leur faire passer le PIX Junior. Parce que c'est, je trouve, une très bonne occasion d'aller se réapproprier un peu les salles informatiques, parce que c'est vraiment bien conçu. Donc les collégiens passent, les collégiens et les lycéens d'ailleurs, passent les tests PIX depuis 2021. Et il y a une version Pix Junior qui est encore en phase de test, hein, qui n'est pas encore officiellement exigée, en tout cas pour les élèves de CM2. Et on s'est dit, bah, on va s'emparer du truc, puisque
puisque la question s'est posée, puisqu'on a mis le doigt sur un souci qu'on a dans notre ville, on va essayer de contourner ce problème-là. Donc voilà, on va tester Pix Junior avec certains collègues. Les parcours sont très bien conçus, c'est des modules qui se suivent, enfin, le truc a été très bien pensé, donc je vous ferai un petit retour après coup, pour voir si ça a eu un impact, et puis surtout si du coup le fait de s'obliger à aller en salle informatique pour faire quelque chose de précis amène les collègues à se dire ah mais en fait c'est hyper facile d'aller en salle informatique, ça change pas tant que ça ma façon de travailler. Alors je profite aussi du fait d'être Iron et d'être déchargé de classe pour accompagner les collègues qui veulent se lancer. Tu vois, ce qu'on va proposer, c'est que je fasse avec eux la séance de découverte de Pix Junior et dans le même temps anticiper en se disant, bah, puisque je vais avoir une moitié de classe qui ne sera pas sur les ordinateurs, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec eux? Et voilà, et les lancer un peu dessus en disant, allez, vas-y, je t'accompagne, on fait le pas ensemble et tu vas voir, c'est le premier pas le plus difficile. Et une fois que tu seras dans la salle informatique, tu vas te dire, oui, en fait, ça change pas vraiment de ma façon de travailler habituelle et au contraire, j'ai des choses à y gagner, quoi. Oui, mais s'ils veulent y aller le lundi ou le mardi, comment font-ils? Ah ah, voilà. Et ben écoute, ils auront fait le premier pas le vendredi et le deuxième, Voilà, ils pourront faire tout seuls. Ils se Ok. lanceront tout seuls comme des comme des grands. grands. Ouais, donc vous restez sur le principe de la salle informatique. Voilà. Moi, je sais que c'était pas du tout le truc qui m'intéressait. Ouais, Et j'aimais beaucoup avoir un fonctionnement moi, hybride. j'aimerais bien, j'aimerais bien. Alors après, ce qu'on fait en transition aussi, c'est qu'on a une nouvelle école qui a ouvert il y a 1 ou 2 ans, je crois, et ils n'ont pas de salle informatique, et ils vont être équipés d'ordinateurs portables. On s'est dit, on va essayer de trouver un mix. Pour l'instant, nos ordinateurs de salle informatique fonctionnent suffisamment bien, on n'a pas besoin de les changer, mais pour cette école-là, on investit ordinateur portable parce que finalement, ça peut résoudre. Ça répond aux deux configurations. Voilà, exactement. Ça peut résoudre le souci qui était remonté par les collègues. Donc, on teste en parallèle cette solution-là. Et puis, je pense que c'est vers ça, c'est ce vers quoi on se dirigera pour les prochaines fois, quoi. Moi, je veux bien ton retour sur cette histoire d'ordinateur portable. Je veux bien ton retour parce que là où j'ai travaillé il y a quelques années, justement, la ville, c'était pas encore la mode des tablettes. Et la ville avait investi dans des gros meubles transportables. Mettez les guillemets puissance 1000 hein, transportables parce que franchement, même moi qui étais motivé, je les transportais pas tellement. Parce qu'une fois que quand il y avait les ordis dedans, ce meuble était assez lourd. En plus, il y avait une imprimante comprise dans le tout. Tu sais, la bonne idée. Alors, et en plus, on va rajouter un peu de poids, on va mettre une imprimante sur le fond. Et avec ce meuble merveilleusement bien pratique, vous avez un câble de 10 mètres de long qui peut se connecter à une prise de courant. Tu fais, mais bien sûr, mais c'est pas grave. C'est toujours la même chose. C'est pas pour autant c'était bien utilisé. Tu pourrais te dire que c'était facile, etc. Non, parce que tu peux toujours trouver tous les freins du monde, hein. C'est pour ça, hein, c'est Pix. J'aime vraiment. Moi, je sais que de notre côté, on bosse en commission les CPC numériques. Il y a une commission qui s'occupe justement de Pix Junior, etc. Il faudra que je discute avec eux comment ils s'y prennent. Parce que je pense qu'ils vont passer dans les classes, ils en ont sélectionné quelques-unes, ils arrivent avec les ordinateurs, etc. Donc, on n'est même plus dans le principe de coéducation comme ce que tu nous as un peu décrit, mais on est carrément dans un principe de limite de remplacement de l'enseignant, et c'est peut-être même un peu dommage quelque part. Parce que tu disais, ils vont pas dans la salle informatique parce qu'ils savent pas quoi y faire. Quand même, c'est pas la mort de trouver quoi faire sur un ordinateur, surtout à notre C'est époque. clair. Oui. Moi, je sais quand tu vois la vitesse de frappe d'un élève sur un clavier, tu peux démarrer avec tout ce que tu veux. Il faut quand même se dire que la plupart d'entre eux, ils n'ont jamais fait de mise en forme, de faire une petite mise en page, changer la police, les tailles, les trucs. Enfin, c'est pas des choses qu'ils vont faire au quotidien, donc c'est bien de leur montrer que c'est possible. La mise en valeur de leur production, comme on aime bien dire en production écrite, la mise en valeur. Oui. Hein, on peut commencer avec un haïku, on va chercher une image, on la trouve, on met ça en page, paf, c'est joli, c'est propre. On parle du droit d'auteur, les images qu'on a le droit d'utiliser Voilà, ou pas. Non, mais c'est bête. Exactement, ouais. Et tu tisses, et tu tisses, et tu tisses. En fait, les collègues qui me disent, mais je sais pas quoi y faire, je fais, mais
travailles comment avec du papier et un stylo à la maison? Tu fais comment? Parce qu'à la rigueur, le collègue qui est 100% analogique, je peux peut-être me dire, mais ça veut dire qu'il a jamais ouvert un livre pour voir comment c'est fait. Je sais pas. Ça me dépasse sûrement un peu, mais j'ai une vision biaisée, on va dire. Merci en tout cas Aurélie pour ce... Ça nous aura fait Merci. réagir, hein, là, pour le coup. Hein, Oui. ça, On aura levé la main. Ah ouais. Ouais, ouais. Là, je l'ai mitraillé le bouton. T'as parlé. On va voir si on fait pareil avec Seb. Ouais, j'ai vu. Bon, Seb, tu vas nous parler de quoi, toi, pour Alors, ton deuxième sujet? sincèrement, j'avais trouvé un autre petit sujet, tranquille. Je me dis, ah, ça peut être sympa et tout. Je me suis dit, mais attends, le dernier épisode, j'ai dit de quoi j'allais parler. Mais allons-y. Oui. On est parti pour Obsidian. Eh oui, chers auditeurs, auditrices, je suis retombé dedans. Mais alors, comme il fallait. Pourquoi? Parce que Obsidian, c'est un petit peu comme un calendrier de l'Avent où chaque case serait représentée par un module que tu découpes. Et là, aujourd'hui, on va ouvrir 2 cases de notre calendrier. La première, elle est toute petite. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que peut-être que vous arrivez là, vous vous dites, mais c'est quoi ces 3 personnes qui discutent de numérique? Eh bien, Obsidian est un logiciel de prise de notes au format Markdown qui vous permet de gérer tout un ensemble de ces notes de façon assez pratique. On a parlé dans d'autres émissions de Joplin qui obéit au même principe et on pourrait se poser la question de savoir pourquoi l'un, pourquoi l'autre, et aujourd'hui j'ai peut-être une réponse. Lequel choisir? Vous allez voir, je vous fais une belle réponse à la fin. Donc, Anytype. ces 2 logiciels, ils ont le même principe, c'est-à-dire que si le fonctionnement de base ne vous plaît pas, vous pouvez rajouter des modules. Ces modules, ce sont des gens, des codeurs principalement, qui les développent. Aujourd'hui, on va en parler de 2 qui ajoutent une petite fonctionnalité. Le premier, c'est vraiment une fonctionnalité gadget, à savoir qui s'appelle AutoNote Mover. Donc en gros, le principe est simple. Vous allez dans les configurations, vous lui dites, quand il y a ça dans le titre ou ça en mot-clé, en tag, eh ben, tu le mets dans tel dossier. Alors, ça a l'air de rien, mais ça m'amuse énormément de savoir que quand je mets le tag, quand je mets le tag pédagogie, il va dans le dossier pédagogie, tout seul, sans que j'ai besoin de le déplacer. C'est de la magie, comme on dirait. Mais c'est génial. Voilà. Alors le deuxième, il est plus costaud et je dois avouer que j'ai été à la fois très enthousiaste et un peu déçu sur la fin. Il s'appelle RSS Dashboard. En gros, pour faire très simple, c'est balancer un lecteur de flux RSS dans Obsidian. C'est-à-dire que pour ceux qui ne l'utilisent pas, le flux RSS vous permet d'être au courant de ce qui a changé sur un site internet, sur les vidéos YouTube, sur les podcasts, puisque c'est l'essence même du podcast. Et bien lui, il gère tout ça. Vous pouvez lui mettre des RSS de podcasts, les chaînes YouTube ou bien sûr les RSS de site, il va les gérer. Il va vous faire un onglet particulier là-dessus. Vous voyez tous vos flux qui arrivent. Si vous êtes comme moi, il y en a quelques-uns. Vous avez le nombre d'articles. Alors, vous pouvez limiter le nombre d'articles que vous n'avez pas lus ou qu'il va charger. Donc là, moi, j'étais comme un fou. Je me dis, oh, mais punaise, c'est bon. Parce que moi, ma question essentielle, c'est j'ai un lecteur de flux RSS et ensuite ça, il faut que je l'envoie dans Obsidian. Et là, en fait, c'est déjà dans Obsidian. Ben, c'est le combo parfait. Oui, mais Mais non. Mais, Oui, mais avec AutoNote Mover, ça va le déplacer au bon endroit après. oui, mais il y a un petit Mais non. détail, c'est que j'aime bien quand ça synchronise entre mes appareils. Ouais. Et en fait, une fois que vous l'avez installé à un endroit, pour que ça se synchronise, il faut que vous fassiez un export et que vous fassiez un import sur l'autre appareil sur lequel vous avez Obsidian. Classique. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez décidé de l'installer, il faut se limiter à un appareil pour que ça soit vraiment efficace, sinon c'est un souk sans nom, vraiment. Ok. Et en définitive, alors je l'ai mis sur l'ordinateur, et pourquoi je le garde sur l'ordinateur? C'est que c'est adapté à un ordi. Je vous le dis tout de suite, laissez tomber sur un téléphone. C'est horrible, mais vraiment, ça va être horrible sur un téléphone. Sur une tablette, moyen, parce qu'en fait la gestion, elle est vraiment faite pour une gestion à la souris, etc. Mais sinon, c'est super, c'est super. Franchement, j'ai vu, il y avait un article qui m'intéressait. Bon, ben super, il y a une petite icône sauvegardée, paf, ça devient un article dans un dossier. C'est impeccable. Et comme vous l'a dit Émilie, si en plus vous combinez ça avec la première, ça peut même partir dans un dossier différent à chaque fois. Voilà. Après, c'est limité sur les vidéos YouTube. Ça va être très limité au titre, par exemple. J'ai fait le test, ça ne garde que le titre.
Sur les podcasts, ça garde les notes qui sont associées au podcast. Donc, chez moi, sur Sante, vous allez avoir le chapitrage et basta, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est vraiment sympa. Et pour répondre à la question de départ, alors, Joplin ou Obsidian? Sachant que, par exemple, chez Joplin, vous n'allez pas avoir ce RSS dashboard. Chez Obsidian, par contre, vous n'avez pas ce bouton super pratique dans Thunderbird qui vous permet d'envoyer vos mails directement dans Joplin pour avoir une trace, pour les sauvegarder, etc. Eh bien, j'ai envie de vous dire, pourquoi vous choisissez entre les deux? Prenez les deux, faites-vous un lecteur RSS avec Obsidian et gardez votre Joplin pour autre chose, sachant que lorsque vous prenez un article en Markdown, une note en Markdown, vous pouvez la rouvrir avec l'un ou avec l'autre. De toute façon, ça s'ouvre quasiment sans problème. Il n'y a que des petits trucs anecdotiques, certaines propriétés qui ne vont pas être déclenchantes, mais c'est tout. Donc, si vous avez envie d'essayer, vous pouvez essayer les deux tranquillement, vu ce que ça pèse, sincèrement. Ça se fait plutôt bien. Et c'est moi qui conclus donc cette partie sujet solo. Et il nous reste Eh oui. le point geek. Bon, moi je vais vous parler de 2 sujets. Et jusqu'à il y a 1 heure et quart. Ouais, 2 sujets, je sais, tu fais la tête, je fais du rap. Mais si j'en parle pas maintenant, ça risque d'être un peu tard. J'aurais pu garder le deuxième pour après. Je voulais vous parler d'un premier événement qui a lieu les 4 et 5 avril 2026 à Rennes. C'est un festival de podcast. Comment on pourrait l'appeler? Ouais. Il s'appelle Podren. Voilà. Donc samedi 4 et dimanche 5 avril, 2 jours de festival. J'ai pas en tête les podcasts qui passent. La programmation est déjà publique. Et si vous voulez savoir ce qu'il y a, vous allez tout simplement sur podrennes.fr. Vous aurez tout dessus. Le repas du midi est gratuit. Il est fourni par l'association. L'événement vit grâce aux dons. Donc chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il veut. Voilà, donc repas du samedi, repas dimanche offert. Inscription pas obligatoire mais très fortement conseillée pour gérer justement les repas, les jauges aussi d'acceptation de personnes. Donc on peut très bien s'inscrire sur 1 jour, 2 jours. On fait comme on veut. Voilà, donc c'est un événement. Moi j'y participe depuis 2014, je crois. Un truc comme ça. Ça commence à dater, je commence à faire partie des Non, du tout. un petit peu, voilà. Et j'ai eu la chance d'y croiser Aurélie l'année dernière, qui est passée en coup de vent sur le festival. Faire un petit coucou. Et ça, franchement, ça donne envie. Mais ouais, en plus, le cadre est sympa et tout ça. En plus, je suis arrivée au moment du karaoké, ça avait l'air trop bien. Oui, bon, pour moi, c'est pas le moment le plus représentatif du podcast. De fait, Mais- de fait. Mais oui, après, l'ambiance est plutôt décontractée. Alors, ça alterne parfois avec des sujets hyper sérieux. On a vu des podcasts sur les violences sexistes et sexuelles. À côté de ça, on a des jeux, des podcasts de jeux. Voilà, il y a vraiment des trucs hyper variés. Et l'idée, c'est de donner la parole à plein de gens différents et d'avoir plein de monde du podcast qui se retrouvent à cette occasion-là. On est quand même plutôt sur du podcast amateur. Et c'est vrai que parfois, on a des sujets un petit peu niches, mais c'est aussi ça qui est bien. Parce qu'on a l'occasion de rencontrer des personnes qu'on ne rencontrerait pas le reste du temps. Oui, mais on fait un podcast niche, ça. Mais oui, mais justement, c'est pas nous qui allons le critiquer. C'est pour ça qu'on pourrait avoir tout à fait notre place à Podren. Si tu voulais monter à Rennes, Mais on oui, pourrait faire. C'est juste la avoir un créneau volonté d'une qui me heure. manque. C'est vrai. Mais oui, la volonté, c'est ça. Franchement, de Nice à Rennes, qu'est-ce qu'il y a comme. Qu'est-ce que ça Ça se fait en représente quoi? comme Un quart temps d'heure? Ah, Un quart d'heure, 20 minutes? Ouais, à la louche. Et encore, hein, si À la j'accélère pas trop. C'est ça. Donc ça, c'était mon premier sujet. Et mon deuxième sujet, en fait, il va être en lien avec mon premier sujet. Bon, pardon. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Et mon tout forme une Euh, chanson. Ah, ça pourrait, presque, mais pas tout à fait. Je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu au mois de novembre, quand je sortais d'opération, et j'ai lu ça tranquillement. Il faudra que je le relise. C'est une artiste qui écrit ça, c'est une chanteuse. Alors, elle est autrice, compositrice et chanteuse, interprète. C'est Clara Isé qui a fait un recueil de poésie vivante. On retrouve certaines de ses chansons. Il y a 2 ou 3 chansons qui sont présentes là. Et autant j'avais lu son roman qu'elle a écrit, et c'est hyper particulier. Je crois que je vous en avais parlé ici. Et alors, c'était pas désagréable, mais c'était quand même assez particulier, et j'ai eu un peu de mal à savoir quoi en penser au final. Après, c'est pas grave que ce soit dérangeant. Et ce recueil de poésie, c'était la première fois que je lisais de la poésie volontairement.
Et Mais pas que donné par la prof de français. C'est la non, c'est première fois ça, pour moi que je lis de exactement. la poésie volontairement, je t'assure. Habituellement, on m'oblige et Mais la dernière fois que j'avais lu de la poésie, effectivement, c'était au lycée, cours de français où tu avais des trucs à lire. Et après, je me rappelle de voilà, les fameuses poésies qu'on devait apprendre à l'école et que j'ai fait apprendre à mes élèves aussi. Alors, pas forcément pour pour des raisons tortionnaire. peut-être de mémorisation. Non, 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 ils étaient plutôt contents de passer les petits loups. Mais voilà, et en fait, j'ai beaucoup aimé certains des poèmes. Alors, pas tous, certains m'ont énormément parlé, d'autres m'ont laissé de marbre, mais c'est pas grave. Et j'étais vraiment contente voilà, de lire ce recueil. Je suis rentrée dans une partie de l'univers qui est dans le recueil. Et j'adore les textes des chansons de Clara Isé. Et j'ai beaucoup aimé aussi voilà, ces poèmes. C'est pas numérique, mais c'est pas grave. Et je vous le conseille. Donc, Vivante au singulier de Clara Isé chez Pocket. Très bien, très très bien. Ouais, on le téléchargera. Et je te laisse la parole, Aurélie, pour un sujet totalement Ouais, déconnecté. on le téléchargera sur la liseuse, comme ça, on sera connecté. Ce sera numérique. Alors moi, j'ai vu, je traîne beaucoup sur les réseaux sociaux et j'ai vu passer un post d'Hervé Alzan que vous connaissez peut-être déjà, un Iron de Marseille. Aurélie, Hervé passé dansante. Voilà. Alors, quand je disais vous, je ne parlais pas de vous, je parlais des auditeurs. Mais oui, mais il faut le préciser, comme ça ils peuvent se reporter à l'épisode en question. Tout à fait, que tu mettras évidemment dans les notes de l'émission. Mais bien sûr, Évidemment. je mettrai mon entrevue avec la limace. Et donc, Hervé expliquait qu'il était passionné de jeux vidéo. Alors, le post en soi m'a pas forcément attiré. Mais bon, comme c'est Hervé, je lis, tu vois. Et il raconte là-dedans un truc que j'ai trouvé assez rigolo. Il raconte que le premier niveau de Mario Bros, en fait, c'était un tutoriel caché pour apprendre les bases du jeu. Donc, je trouvais ça assez rigolo. Et il disait aussi que le jeu du démineur, celui auquel on a tous joué au moins une fois dans sa vie, était aussi à l'origine un tutoriel caché à l'époque des premiers ordinateurs avec les souris pour pouvoir apprendre à manipuler clic droit, clic gauche en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça assez rigolo de cette façon détournée là de faire des petits tutoriels et de nous forcer, enfin de nous apprendre en tout cas à utiliser la souris comme ça. Et Hervé qui doit en être à sa 110e application, Hervé ne fait que ça. Je ne sais pas ce qu'il fait d'autre de sa vie et il crée des applis, il crée des applis, il crée des applis. Et donc il a conçu une petite application de démineur pour permettre à nos élèves de réfléchir et de s'entraîner à utiliser une souris. Et donc moi ça me parle parce que justement comme je suis dans cette problématique-là des élèves qui doivent s'entraîner à utiliser une souris pour pas qu'on ait les réflexions des professeurs de collège, je me suis dit, bah, écoute, c'est parfait, ça tombe très très bien. Je vais donc demander à ce qu'on installe cette petite application sur les ordinateurs de nos salles informatiques pour que nos élèves voilà, puissent apprendre. Et puis il disait aussi que le solitaire aussi, pareil, c'était pour apprendre le cliquer-déposer aussi. Donc je trouvais ça vraiment très rigolo comme anecdote et je trouvais que c'était sympa de la partager avec vous. Merci beaucoup, Aurélie. Voilà, mon sujet est complètement fini. Ben, le démineur, toujours un aussi bon jeu. Mais De oui, réflexion. complètement, de stratégie. Il a Très mis bon. plusieurs niveaux de jeu, donc son application est très réussie aussi, je trouve. Et en fait, pour revenir sur Super Mario, oui, le premier niveau est un tutoriel, mais de toute manière, là où on pourrait se demander comment Nintendo fait pour résister, pour rester année après année face à des géants comme Sony, c'est que leurs équipes sont stables. Et il y a cet héritage qui joue en leur faveur. Ça les empêche pas de faire des bêtises et des jeux assez très très moyens, voire nuls parfois. Mais il faut quand même reconnaître que les Mario, c'est un maître étalon dans le jeu de plateforme. Alors, Est-ce que c'est normal, docteur, que j'ai jamais aimé Mario? je sais pas. En plus, sincèrement, on dit Mario, mais tous les Mario sont vraiment peuvent être différents. Quand tu Oui. as un Mario 3 par rapport à le premier Mario sur 64 ou un Mario Discovery, c'est quand même des trucs très très différents. Après, Nintendo, c'est un univers aussi, hein, dans lequel on rentre ou on ne rentre pas. Oui, mais je suis pas du tout univers Nintendo.
Je suis pas étonné. Donc c'est pas étonnant. Eh ben, en parlant d'univers, justement, partons dans l'univers un peu étrange. Je lui ai un peu promis, donc je vais parler d'une première recommandation. C'est ma fille qui me l'a faite. Elle m'a dit: Oh, on a lu ce livre. Ça s'appelle Terrienne. C'est ma prof de français qui me l'a conseillé. On l'a lu, j'ai bien aimé et tout. Tu devrais le lire. Je fais OK. Bon, je vais le lire Ah, pour une- c'est de Jean-Claude Morleva? C'est Jean-Claude Morleva. Je me dis, mais tu sais on le connaît, lui, La rivière à l'envers, L'enfant océan, tout ça, tout ça. Elle me fait: Ah, c'était lui? Je fais: Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Alors, je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté. Je vous Ça conseille va, de t'es le lire. excusé. D'accord? La Pourquoi? version audio, est bien, hein. Enfin, Jean-Claude Morleva, qui fait un des personnages, est bien. Il y a un autre acteur qui fait un personnage masculin, ça va. Mais alors, c'est un personnage féminin qui représente quasiment les 2 tiers de l'histoire. Elle est très robotique dans son phrasé, c'est pas agréable du tout. Sinon, l'histoire est sympa. Ça m'a rappelé un petit peu du Barjavel, une espèce de science-fiction un peu fantastique comme faisait René. Franchement, j'ai bien apprécié. On a discuté avec ma fille, c'était très sympa. Et pour changer complètement d'univers, mais rester dans la littérature, là, je suis dans Cujo, que je n'avais jamais lu. Je suis en train de l'écouter. J'étais à un passage merveilleux dans une voiture aujourd'hui, alors que je conduisais. J'étais pas bien. Là, la version audio, elle tient ses promesses, hein. Ah bon Dieu, je vais plus jamais regarder un Saint-Bernard de la même manière. Donc, si vous ne le savez pas, c'est l'histoire d'un Saint-Bernard qui se sent pas bien. Voilà, c'est chez Stephen King. Et waouh, j'ai hâte de le finir là pour le coup. Peut-être pas pour les bonnes raisons, mais j'ai hâte de le finir. De le finir ou de t'en débarrasser? Non, pas de m'en débarrasser, mais en fait, pour l'instant, c'est pas exactement ce à quoi je pensais. Et j'ai hâte de voir comment va arriver la fin. Il y a des choses, je les avais pas pressenties et pourtant si j'avais réfléchi un peu, c'était un peu évident. Et il y en a d'autres, non, je les avais pas du tout vues comme ça, mais non, l'histoire est intéressante. C'est un vieux King, mais c'est intéressant. Mais je dis, j'attends la fin. J'attends la fin et peut-être que les auditeurs et auditrices attendent aussi la fin de ce podcast. Car... Mais avant que tu lances la fin de ce podcast, Sébastien, Oui. tu as parlé de Terrienne de Oui. Jean-Claude Morleva. Moi, ma fille m'a fait lire ça, donc Félicidad de Jean Mola, qui est un petit livre polar SF qu'elle a lu au collège. Ah bah écoute. Et elle m'a dit, tiens, prends-le, celui-là, il va te plaire. Et effectivement, je me suis régalée. C'est vraiment un petit polar dans un monde scientifique où c'est censé être un monde parfait, merveilleux, où le bonheur est roi. Tu t'aperçois que c'est pas le bonheur, mais ça reste le pouvoir qui reste quand même un petit peu le fer de lance. Alors, c'est recommandé par l'éducation nationale. Tant mieux, pour une fois, c'est un bon livre. For sure. Donc voilà. Et non, moi vraiment, je me suis régalé à le lire. Elle me l'a filé, j'ai 2 soirs, pouf, fini. Aurélie, un conseil d'un de tes enfants? Alors moi, les 2 grands, ils sont plus en études, donc j'ai pas trop de conseils. Et puis les petites, elles sont trop petites pour lire des choses qui m'intéressent. Ok. Eh ben écoutez, chers auditeurs, auditrices, c'est le moment de nous quitter. Si vous voulez nous retrouver, sachez que dans les notes de l'émission, comme pour la dernière, eh bien, j'ai mis les contacts de chacune et de moi-même. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne route et à la prochaine. Ciao. Bonne soirée! On a jeté les chargeurs dans un carton qui prend la poussière. Les écrans nous faisaient des cernes, on voyait plus la lumière. 3 fantômes sous des capuches, l'heure des 2 filles de mots de passe. On a claqué la dernière touche, on a quitté la carcasse. 3 geeks à la grange, qui débranche, qui dérange. On rallume le monde au feu de bois, sans réseau, juste toi et moi. 3 geeks à la grange, les doigts pleins de cambouis, de
plante, tant pis.